Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau monsieur le ministre Abdou Fall. Il est ancien ministre d'État, mais présentement président du conseil d'administration de l'APIX. Bonjour et bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour, Madame Diop. Merci. Brièvement, Abdou Fall, vous avez été député, ancien président des groupes parlementaires, en étant opposant, parce qu'à côté de Maître Abdoulaye Wade, avant 2000 et après l'arrivée du président Wade au pouvoir, 2 fois ministre de la Santé du Sénégal sous Wade, de même qu'ancien ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du gouvernement. À votre actif, on note aussi votre fonction de ministre d'État, directeur de cabinet politique de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, sans compter cette carrière riche dans le Parlement sénégalais. Est suffisant pour vous introduire? Vous avez dit l'essentiel. Merci. Mais nous allons parler tout d'abord politique, avec le dialogue qui a livré ses premières conclusions. S'agissant du parrainage, êtes-vous d'avis qu'on devrait supprimer le parrainage dans tout le processus électoral? Bon, alors, je trouve un peu regrettable que ce dialogue national qui a embrassé tous les sujets qui portent sur la vie de notre nation, les questions économiques, les questions sociales, les problèmes environnementaux, les questions institutionnelles, et à côté les questions politiques. J'ai l'impression que l'opinion retient que le dialogue n'a été qu'un exercice de négociation avec l'exécutif politique. Est-ce que ce n'est pas le menu qui est présenté? Pourtant, non. Je pense qu'on n'est pas dans un dialogue politique, on est dans un dialogue national. Et les missions du comité de pilotage confié au doyen Famara Ibrahima Sagna tourne autour d'un échange sur l'ensemble des questions fondamentales qui agitent le pays. Le pays ne se réduit pas seulement à des compétitions électorales ou à des dialogues entre acteurs politiques. Le pays, c'est aussi, et c'est surtout d'ailleurs, le développement de ce pays qui est en jeu. Voilà. Alors, et je regrette que jusque-là, l'essentiel de ce que les gens retiennent du dialogue ne porte que sur des questions de caractère politique. Mais à qui la faute? Aux personnes qui participent à ce dialogue? Non, je pense que nous avons dans notre pays, notre démocratie un peu a été quelque part piégée, entre guillemets. Parce que dans la conception d'une démocratie normale, il y a le moment de la compétition électorale, et il y a le moment du travail. Une fois que, à l'approche des élections, on discute, on confronte les idées, les projets des sociétés, les visions, les programmes, mais une fois que cette page est tournée et que, de façon libre et démocratique, les peuples ont fait leur choix, en portant leur choix sur un programme et sur des hommes pour le porter, le débat doit quitter le terrain de la compétition politique pour porter maintenant sur l'évaluation de ce qu'on fait. Voilà, l'économie, comment vous gérez l'économie, comment vous gérez l'école, comment vous gérez votre politique énergétique, comment réussir la sécurité alimentaire, comment régler les questions de sécurité. Mais c'est tout le contraire chez nous. Ah oui. Le débat politique, je ne porte jamais sur les questions de développement. Voilà, sur des questions qui interpellent la nation dans son côté. Le débat politique ne porte que sur des diatribes au quotidien. Et ça a fait que finalement, ceci noie ce qui est principal, c'est-à-dire le développement de ce pays-là. Et ça, je trouve ça regrettable. D'ailleurs, dans un contexte de morosité économique, est-ce que ce ne sont pas les questions économiques qui devaient primer dans ce dialogue? Ah oui, surtout après les impacts particulièrement lourds que cette crise sanitaire a provoqué sur la marche de notre société et le fonctionnement de notre économie, dans un contexte où les questions de relance de l'économie, de façon dans des conditions qui ne sont pas évidentes, parce que vous savez, le Sénégal a eu l'avantage
ces 7 ou 8 dernières années d'avoir connu un taux de croissance constant de plus de 6%. Aujourd'hui, le président a annoncé que notre taux de croissance, du fait de la crise sanitaire et de l'impact sur le marché, la base de l'économie, va baisser de façon drastique. Les estimations tournent autour de 1%. Alors, dans un tel contexte, je pense que le débat national aurait dû porter à titre principal sur comment faire face à cette situation et donner à notre pays les moyens de surmonter cette crise que nous vivons et que nous traversons, qui traverse le monde. Alors, mais ce débat n'intéressera personne. Par contre, on est disposé à nous enliser dans un débat sans fin sur qui va être maire, qui va être député, comment on va le mettre, etc., etc. Et je trouve ça regrettable. Est-ce que ce n'est pas la classe politique qui nous met dans ce carcan? Oui, mais la classe politique ne peut pas réussir ça si, en vérité, les médias n'amplifient pas, ne portent pas le discours pour l'amplifier. Voilà. Si dans les plateaux, on fait une distribution des temps de discussion pour dire, écoute, moi, je vous invite, peut-être on va parler politique parce que la politique c'est quand même important de la vie de la société, mais que je préfère que maintenant que les élections derrière nous, les 4/5 ou les 3/4 de nos sujets devront porter. Je veux toi qui prétends à ce pays, qu'est-ce que tu vas faire de l'école, qu'est-ce que tu vas faire de la santé, si on te le confie, comment tu vas gérer la question énergétique, qu'est-ce que tu reproches au gouvernement dans la gestion de ces questions, là on serait dans un débat intéressant, un débat sain, un débat constructif. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aussi, le fait que l'affaire de la croissance ne concerne en général que le gouvernement. Voilà, c'est-à-dire les gens considèrent qu'une fois que tu es élu, c'est à toi de te débrouiller pour résoudre les problèmes du pays. Maintenant, nous, notre combat, c'est comment te couper les jarrets, comment te dresser des obstacles sur ton parcours pour justifier demain votre remplacement. Bon, c'est malheureusement dans les pays en développement, dans les pays africains et dans les pays pauvres de manière générale, c'est cette conception vraiment qu'on a de la politique, ce qui est un grand facteur de régression. Alors que si vous suivez les débats dans les grandes démocraties, mais écoute, les gens vont parler politique et ils ne se font aucune concession, mais on juge surtout les hommes sur les offres. Voilà, sur les propositions, sur les alternatives. Comment démonter l'argument du gouvernement sur l'école pour lui proposer. Comme ça, les débats politiques sont des moments d'éducation du peuple. Mais nos débats, malheureusement, ça tourne autour des questions, surtout personnelles. Ce qui a tendance d'ailleurs à provoquer un sentiment de désaffection des citoyens vis-à-vis des politiques, ce qui est dommage. À ce niveau, c'est l'éveil des consciences qui pose problème. Voilà, mais et puis il faut dire que les partis aussi, quoi qu'on dise objectivement, on sait depuis longtemps de remplir cette mission. Parce que dans un parti, c'est un peu ce qu'on appelait à l'école, c'est comme le journal. Le parti, c'est comme un journal, c'est un intellectuel collectif. Parce que le parti, c'est un lieu, voilà, où les membres qui sont porteurs d'une vision, d'un projet de société, voilà, sont formés pour partager leur vision au niveau de l'opinion, en utilisant les moyens de la presse et en utilisant les moyens de la communication de masse, conventionnelle comme non conventionnelle. Mais c'est ça qui faisait la force des partis. Par exemple, on a beau reprocher des choses au défunt régime socialiste, mais je dis, écoute, aujourd'hui, tu ne traverses pas au Sénégal un département ou un arrondissement où tu ne trouves pas une antenne de l'école du parti. Ah oui. Aujourd'hui... Ça existait. Oui, du temps des socialistes. Ah mais oui, ça du temps de Senghor. Le président Senghor accordait une place très importante à la formation des militants. Voilà. Alors, il y avait des écoles, des antennes de l'école du parti partout. On t'apprend c'est quoi un parti. Quel est ton parti? Qu'est-ce qui le différencie de l'autre? Quelle est ta doctrine? Quelle est sa doctrine? Comment argumenter pour démontrer que ma doctrine est supérieure à celle de l'autre? Etc., etc. Quelle est votre idéologie? Voilà. S'organiser, c'est quoi? Quelles sont les structures du parti? Quelles sont les missions de chaque structure? Mais c'est ça, mais c'est cette formation. C'était à l'occasion des universités d'été. Non seulement des universités d'été, c'était un moment, mais le parti avait un programme d'éducation de ses membres. C'est quoi signifie? Que signifie la carte du parti?
Quelle est la symbolique qu'il y a derrière? Ah mais oui, alors c'est ainsi qu'on avait des partis politiques qui formaient des hommes et des femmes qui n'avaient pas forcément un niveau intellectuel, un certain niveau intellectuel, mais qu'on a tellement formés dans le parti qu'ils se sont retrouvés dans des positions de pouvoir et à pouvoir exercer le pouvoir. Tu prends un pays comme le Brésil. Un des artisans de la transformation du Brésil, c'est Lula. Lula était un ouvrier. C'est le parti ouvrier, brésilien, voilà, le parti du travail, qui l'a formé. Qui en a fait un des chefs d'État les plus populaires en tout cas de son temps. Oui. Vous savez, l'un des meilleurs ministres des Finances que la France a connu, c'est Pierre Bérégovoy, dans le gouvernement du président Mitterrand. Mais Pierre Bérégovoy, il était tourneur, c'était un ouvrier spécialisé. C'est la formation du parti combinée avec les formations qu'il a faites, tu vois, qui en ont fait à l'arrivée l'un des ministres des Finances de l'économie et des finances les plus respectés de France. Bon, là ce n'est plus le cas. Bon, les partis, c'est juste pour conquérir, disputer des positions, qui va être maire, qui va être truc, s'insulter, etc. Et c'est dommage, quoi. Cette fonction est du ressort des sages du parti. Oui, du parti. Et si on veut améliorer notre démocratie et élever le niveau du débat politique, il faut que la formation politique, idéologique et doctrinale des militants soit reprise en main. Mais sinon, bon, il y a des cadres qui ont une bonne formation technique, voilà, qui peuvent être très brillants dans leur domaine de spécialité, mais qui, en vérité, il n'y a pas le background politique. Parce qu'il y a des choses, on les apprend. On les apprend. C'est quoi un parti? C'est quoi le libéralisme? C'est quoi le socialisme? C'est quoi la social-démocratie? C'est quoi le trotskisme? C'est quoi? Quelle est la différence entre socialisme et communisme? Mais tout ça, c'est des choses, si on ne te forme pas, mais écoute, tu ne peux pas le savoir. Oui. Maintenant, la politique se réduit. Bon, il y a des compétitions. Bon, moi, j'ai été militant, j'ai été engagé. Il faut me placer parce que je veux être député. Pourquoi l'un on le met et pourquoi... Bon, ça, c'est malheureux. Et l'opposition aussi, malheureusement, bon, voilà, à chaque fois, c'est, ouais, l'autre, il est mauvais, l'autre, c'est un voleur, l'autre... Bon, à l'arrivée... Il faut pointer du doigt cette politique qui s'est transformée en ascenseur social. Ça, c'est normal. Il est normal que lorsque un courant politique triomphe, à partir du suffrage des citoyens, que ceux qui animent ce courant se trouvent au pouvoir. Ah ben oui. Et maintenant, quand moi je suis au pouvoir, mais je gouverne aussi avec des hommes, je gouverne et avec des compétences, et avec des hommes, mes hommes à moi, qui défendent ma vision, qui défendent ma politique. Est-ce que c'est une posture républicaine? Ah ben oui, mais comme ça, c'est ça la démocratie, hein. Tu sais, la démocratie, c'est dans tous les pays du monde, c'est comment gérer les contradictions entre des courants politiques contradictoires, des courants politiques, voilà, de façon apaisée. Voilà. Quand nous avons des visions politiques différentes, à travers les médias, chacun présente son offre aux citoyens et le jour du vote, les citoyens arbitrent en disant de façon majoritaire, voilà mon choix. Et une fois que ce choix est fait, celui qui est choisi a la responsabilité de gouverner. Il gouverne par rapport à sa vision et avec ses hommes. Ça, on ne peut pas le reprocher à un parti politique, de gouverner avec ses hommes. Oui, voilà. On parle de gouvernance. Ouais. Après avoir réglé le statut du chef de l'État, chef de parti dans les assises nationales, remettre encore ce point sur la table de discussion ne donne-t-il pas l'impression du marché à reculons? Les assises nationales, ce qu'on a appelé les assises, c'était les assises de l'opposition. Le président Macky n'a pas été élu à partir du programme des assises. Il a été élu à partir de son programme Yonou Yokouté. Et le programme Yonou Yokouté n'a jamais inscrit dans ces N'est-ce pas, il avait émis le slogan « Gagner ensemble, gouverner ensemble ». C'est ça qu'il est en train de faire depuis avec le peuple des assises. Oui, mais non, pas avec le peuple. Le peuple des assises, ça c'est des mots, c'est des slogans.
Tu vois? Bon, parce qu'en vérité, les assises, c'est qui? C'est ceux qui n'étaient pas, qui avaient perdu les présidentielles, qui ont boycotté les législatives de 2007, voilà, et qui se sont retrouvés entre eux pour dire, écoute, nous, voilà notre vision du Sénégal et comment le transformer. Et finalement, qui avaient gagné les locales de 2009. Non, en majorité. du tout. Ah non, au contraire. Toutes les grandes villes du Sénégal ont été gagnées par ces Non, il y a une dynamique de l'opposition qui leur a permis de gagner des trucs. Il faut avouer aussi des villes très importantes sur le plan symbolique. Comme Dakar, par exemple. Par exemple, Dakar, Thiès, Saint-Louis et tout ça. Même Touba, je crois. Non, pas Touba. Mbacké. Voilà, Mbacké. Alors, tout ça, c'était quand même significatif. Mais la majorité restait fortement encore dominante au niveau de la plupart des communes du pays. Sur les 500 communes qu'on comptait à l'époque, voilà, la majorité du PDS, autour du PDS, contrôlait au moins les 300 communes. Maintenant, il y a eu des villes symboliques qu'on a perdues et qui ont eu, peut-être ça a eu un effet. Les grandes villes comme Dakar, Thiès, je sais, mais ils n'avaient pas gagné. C'est nous qui avions gagné les locales. Voilà. Et lorsqu'on a été aux législatives aussi, comme ils avaient perdu, on a gagné les législatives. Voilà. Alors, eux, ils se sont... Vous avez gagné les législatives qu'une bonne frange de l'opposition avait boycotté. Avait boycotté. Alors, voilà, ils l'ont boycotté. L'opposition dite significative Mais non, à l'époque. le débat de l'époque, tu vois, je ne veux pas revenir sur ces trucs, mais ce débat de l'époque, c'est que lorsqu'on a gagné au premier tour, le candidat Wade est passé au premier tour, l'opposition a dit que les élections n'étaient pas régulières, mais jusqu'au moment où on se parle, ils n'ont donné aucun fait. Il y en a même qui ont dit que c'est des Guinéens, je crois, qui ont voté pour l'autre candidat. Bon, donc ça, c'était pas des arguments tenables. Bon, ils ont créé la dynamique des assises, qui a été quand même un moment fort dans la vie politique et démocratique du pays. Parce qu'au moins, une frange significative de l'opposition s'était regroupée pour réfléchir. Et même de la société civile. Et de la société civile. Citoyens. Absolument. C'était quand même un pôle significatif. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que au présidentiel, et je pense que c'est leur incapacité à régler la question de la candidature entre eux, voilà, qui les a plombés. Qui a profité et finalement, le candidat qui a été le plus constant, le plus serein, voilà, le plus fédérateur, est arrivé à... Alors, donc, Macky Sall, son programme, c'était Yono Yokote. Et maintenant, au deuxième tour, tous ceux qui étaient dans les assises et qui l'ont retrouvé pour le soutenir au second tour, on a mis en place le coalition Bokk Yakaar. Le rapport a été déterminant. Ah non, ça a été important. Ah oui, c'est clair, on est d'accord, parce qu'on était dans une dynamique. Alors maintenant, et c'est même bénéfique, c'est comme ça qu'une démocratie se construit en vitalité, gagne en vitalité plutôt. Alors, et que des forces organisées, voilà, sans être de la même obédience politique, puissent s'entendre autour d'un programme et travailler ensemble. Et c'est de ce point de vue que le Sénégal, quand même, est un pays quand même qui a quand même, où on a une certaine maturité politique. Et c'est dommage que tout ce qu'on a capitalisé sur ce plan, en termes de savoir-faire, en termes d'ouverture, en termes de capacité de dépassement, qu'on ne l'ait pas suffisamment mis en exergue. Et c'est dommage. La déclaration de patrimoine, une prescription constitutionnelle, tarde à se faire par certains assujettis. Ma question, c'est pourquoi seulement à l'entame de la gestion, mais non après une gestion. Donc, pourquoi pas avant et après? Bon, alors, il faut s'entendre sur une chose. Les sociétés ont évolué, le monde a changé. On vit un monde nouveau, avec de nouveaux paradigmes, de nouvelles visions. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que marche l'humanité. Aujourd'hui, les questions d'éthique de gestion sont devenues des questions majeures dans l'évaluation de la gouvernance de nos pays. Les citoyens, et de façon, il y a juste raison, sont de plus en plus attentifs à la manière dont les ressources du pays sont gérées par ceux à qui on a confié la responsabilité de gouverner. Et c'est salutaire. Et c'est une excellente chose. Alors, c'est justement pour donner des gages de bonne foi et de rassurer les citoyens que un certain nombre de règles et de principes et de règles sont édictés pour
rassurer le citoyen sur le comportement des hommes et des femmes à qui il confie des ressources qui appartiennent à la communauté. C'est dans ce cadre que beaucoup de mesures sont prises, le code de déclaration de patrimoine, entre autres. Ouais. Ce qui est, à mon avis, quelque chose de très important. Il faut, c'est des domaines dans lesquels je ne suis pas gêné que les gens puissent être exigeants. Mais en quoi cette loi est pertinente si ça doit se faire avant une gestion? Non, c'est là où je veux en venir. Il ne faudrait pas, par ailleurs, que ce désir de transparence se transforme aussi en logique d'inquisition. Parce que les hommes politiques, ils sont tous soumis, surtout ceux qui exercent une responsabilité publique d'État et qui gèrent des ressources d'un certain montant. Écoute, ils sont soumis à plusieurs modalités et mécanismes de contrôle. L'IG est là, le contrôle financier est là, la Cour des comptes est là, et d'autres institutions qui ont été mises en place pour vérifier la conformité des actes de gestion avec les déclarations ou avec l'éthique de gestion. Mais pour les corps de contrôle, c'est un autre débat. Attention, tous les jours, des mesures sont prises dans ce cadre. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Il ne faudrait pas que le souci de transparence et le souci de contrôle entraînent une logique d'inquisition qui rend vulnérable finalement tous les hommes. Moi, pourquoi a priori j'ai fait état de mes ressources au moment d'accéder à une position de pouvoir. Je termine mon mandat, je suis évalué par toutes ces institutions. On n'a rien trouvé dans ma gestion qui puisse justifier qu'on puisse me poursuivre et que maintenant qu'on me dise voilà, il faut que tu sois là à prouver tu as fait ceci ou tu as fait cela. Non, c'est pas bon, c'est malsain. C'est vraiment malsain. Voilà. Par contre, si dans la gestion on trouve des raisons évidentes, voilà, parce qu'on aura constaté des types d'enrichissement injustifiés et que les organes de contrôle a posteriori soient saisis, tels que l'OFNAC, etc., là, je serai soumis à l'obligation de prouver, de donner la justification de certaines ressources qu'on a. Mais si, a priori, on a fait tout le contrôle, l'IG est passé, la Cour des comptes, le contrôle financier, apparemment il n'y a rien, mais pourquoi me poursuivre pour me dire, écoute, montre-moi tout, voilà, donne-moi tes factures de la voiture que tu as achetée, voilà pourquoi tu as une BMW alors que tu avais une Renault, mais etc. Mais ça, ça n'a pas de sens, tu vois. Dans le cas de l'IGF, il y a un exemple bien précis, à savoir la gestion du Prodac. Sous Mame Mbaye Niang, il y a eu un rapport qui a été produit et jusqu'à présent, que nenni. Bon, moi je ne suis pas je connais pas le détail des différents rapports. Et ça, c'est après une gestion. Oui, mais je ne connais pas le détail des rapports des différentes institutions de contrôle. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que le contrôle aussi est soumis à des principes, à des règles. Voilà. Lorsque un rapport signale des manquements d'une certaine... Surtout si à coût de 29 milliards de francs CFA. Oui, peut-être. Tout ça, en vérité, il y a beaucoup de commentaires non justifiés. Une fois que... Il y a des questions qui peuvent se régler au niveau administratif. Parce que le contrôle financier, la Cour des comptes, il arrive souvent qu'on sanctionne des fonctionnaires, qu'on met sous ordre de recette sur des années pour restituer parfois des fonctionnaires ou même des institutions, des communes, etc. C'est très courant. Mais ça se gère à l'interne en toute responsabilité. Par contre, lorsque les manquements, ou bien la suspicion, disons, porte, disons, voilà, même pas, j'aime pas le terme suspicion, si les observations portent sur des montants d'une certaine hauteur,
alors là, c'est la justice qui est saisie et la justice entreprend une autre procédure qui est une procédure judiciaire. Voilà. Alors, maintenant, il faut que dans nos pays qu'on sache, est-ce que ce sont les institutions qui doivent juger, délibérer, ou bien c'est les citoyens dans la rue qui doivent décider des délibérations. Mais voilà la question. C'est tout. Mais souvent, on constate que les gens, ils se réveillent, ils s'autoproclament procureurs, voilà, et ils se mettent à formuler des jugements et même parfois à livrer des sentences. Et ça, c'est très malsain. Est-ce que c'est pas le président de la République qui a, à premier lieu, joué ce rôle en mettant le coude sur certains rapports? Bon, je sais pas, je connais même pas les circonstances dans lesquelles ce dossier-là dont tu fais part État a été étudié. Mais ce qu'il faut savoir, vous savez, gouverner, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Je pense que voilà le jour où on a abordé cette question avec le chef de l'État, c'était sur un dossier qui concernait la famille du président Wade. Voilà. Alors, écoute, tu sais, on est en politique. C'est vrai. On est soumis à des contraintes en termes d'éthique de gestion. C'est vrai. Les ressources du pays aussi, on doit être particulièrement intraitable sur la qualité de la gestion. C'est vrai. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on s'entend. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu aurais conçu, toi, que le chef de l'État sortant, qu'il perde le pouvoir, qu'il reconnaisse sa défaite et qu'il ait même pris la décision de se mettre en... Que les contrôles se fassent et qu'on se mette à dire, écoute, Karim a fait ceci. Alors, on l'engage. Sa fille a fait ceci. On l'engage. Son neveu... Ça crée les mêmes personnes qui disent qu'on devrait peut-être même faire de l'acharnement. Ils auraient été les premiers, une fois qu'on l'aurait fait, à se retourner pour dire, voilà, c'est pas juste, etc. Mais c'est ça notre société aussi. Donc, quand tu gouvernes, tu vois, tu fais la part des choses. Il y a toujours ce qu'on appelle la contradiction principale et la contradiction secondaire. Oui. Et moi, honnêtement, je pense que les contradictions principales, ils sont ailleurs. La contradiction principale, plutôt, elle est ailleurs. Et puis, je refuse cette conception presque inquisitoire, voilà, du contrôle. Le contrôle, il faut l'envisager de façon positive. Moi, quand je viens contrôler quelqu'un, c'est pour l'aider à améliorer sa gestion et à identifier dans son mode de gestion des responsabilités qui lui sont affectées, là où il y a des failles, et prévenir les types de dérives qui peuvent survenir, ou les opportunités malfaisantes que ces failles pourraient... C'est ça l'objet, c'est ça mais aussi sanctionner. C'est ça la mission première du contrôleur. Maintenant, si en faisant le contrôle, il se rend compte qu'il y a eu des malversations, écoute, là aussi, il le signale et on prend les mesures qu'il faut. S'il descend certaines proportions, on les règle à l'interne, il rembourse tout. Si c'est à un certain niveau, on livre à la justice. Alors là, on est sur un autre je saisis cette balle lancée dans le cercle de la justice pour parler de ce spectacle désolant que nous offrent deux hauts magistrats. Au-delà de ce malaise, qu'est-ce qu'il faudra décrypter? Bon, moi, ce qui me gêne de façon générale, c'est un peu cette ambiance de désacralisation des institutions qui ouvre la voie à ce qu'on pourrait appeler ces formes de dérive. Parce que tu sais, hein, un État, comme on dit, un État trop fort nous écrase, mais un État faible nous met en péril. Et ceux qui incarnent l'État, c'est d'abord ceux qui sont dépositaires du suffrage des citoyens, le chef de l'État et tout ce qu'il y a derrière, et les institutions, voilà. Mais c'est aussi les hauts commis de l'État. Dans toutes les sociétés organisées, où on respecte les principes républicains, les hauts commis de l'État, qui sont les premiers collaborateurs des décideurs politiques,
et qui sont même dépositaires d'une parcelle de pouvoir telle que la justice, ils gèrent de façon sereine. Je ne dis pas qu'ils gèrent de façon cachotière, mais ils gèrent de façon responsable. Moi, ce qui me gêne dans notre Sénégal actuel, c'est que tu vois des commissaires de police qui ont au cœur de l'information sensible, qui, une fois qu'ils quittent les fonctions, se permettent de parler comme ils veulent. Des colonels de l'armée qui sont au cœur des questions de défense, qui sortent et qui partent comme ils veulent. Des inspecteurs des impôts et des domaines qui sont au cœur des régies financières, qui sortent et qui racontent ce qu'ils veulent. Mais je dis, des magistrats, une fois j'ai même entendu un magistrat interpeller en public le président de la République pour dire que le président de la République doit se dessaisir, doit sortir du Haut Conseil de la magistrature. Le président de la République qui a été élu par près de 3 millions de Sénégalais. Toi, ta légitimité, tu la tires de ta formation et de la mission que la société te confie. Tu dis que le président de la République doit être extrait presque de l'institution. C'est un peu ces dérives, à mon avis. Parce que même ces questions-là, on peut en discuter. Mais on doit savoir identifier le lieu pour le faire et la manière de le faire. Est-ce qu'ils ont la possibilité de le Mais faire bien sûr, avec les personnes concernées? Le Haut Conseil de la magistrature est une instance où les gens peuvent délibérer sur toutes les questions. Lorsque l'association des magistrats ou autres ont certains problèmes ou certaines préoccupations, ils ont toute la latitude de demander, ils ont le droit d'obtenir du chef de l'État, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, de les appeler pour qu'ils en parlent. Mais maintenant, j'ai l'impression que, bon, alors avec les effets des médias, on est dans le vedettariat. Voilà. Les vedettes peuvent faire les vedettariats, mais les hauts commis de l'État, dans tous les pays du monde, ils sont soumis à une obligation de réserve. Voilà. Ce qui ne signifie pas qu'ils doivent accepter n'importe quoi, parce qu'il doit y avoir aussi une relation de respect réciproque entre ceux qui sont investis d'une certaine mission de gestion de secteurs stratégiques de notre État, avec ceux qui sont dépositaires du suffrage des citoyens et qui ont la charge de gouverner le pays. Mais on doit entretenir une relation d'élégance, y compris dans les moments de difficulté, même si au des moments de divergence. Mais c'est comme ça qu'on éduque nos jeunes, vraiment, dans cette ambiance et dans cette culture, voilà, de sérénité et d'élégance. Mais lorsque je vois, moi, certains hommes ou certaines femmes qui ont été au cœur de certaines responsabilités et qui se permettent d'aborder certaines questions avec cette légèreté, moi je me dis, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de saper les bases même de leur propre autorité. Et je trouve ça regrettable. Pour en revenir à la justice, histoire de libérer ce corps quand même déterminant dans nos leviers, ou bien un leitmotiv même de notre démocratie, de notre démocratie autant, le chef de l'État, d'une manière courtoise, ne puisse plus présider le Conseil supérieur de la magistrature. Mais pourquoi eux-mêmes, ils en ont besoin? Vous savez, on est dans des sociétés encore très vulnérables. On n'est pas encore arrivé dans notre processus de développement à un niveau suffisamment stabilisé, tu vois, voilà. Il y a péril? Si. La gouvernance d'une nation n'est pas une question simple, encore une fois. Elle n'est pas simple. Mais la justice... En tout cas, moi, au stade où on a... Mais le pouvoir judiciaire au Sénégal, c'est un des pouvoirs, je te dis, les plus indépendants. La liberté que les magistrats ont au Sénégal, on connaît des pays considérés comme des démocraties avancées où les magistrats n'en ont pas. Il y aura un désaccord total entre vous et une bonne frange de la population. Non, pas la population. C'est des groupes d'activistes. C'est pas la population. C'est des gens qui s'autoproclament porte-parole de la population et qui ne sont investis d'aucune légitimité en général pour le faire. Mais je vous dis, même la magistrature française, des magistrats français nous reconnaissent dans certains domaines, tu vois, de notre droit positif, des avancées que eux, ils n'ont pas. Ça, je vous le dis.
Moi, je suis pas spécialiste de ces questions, mais je suis suffisamment introduit dans ce monde-là parce que je les connais assez. N'oubliez pas que moi, tout mon parcours politique, je l'ai fait avec Maître Babacar Niang. Toute la plupart de mes amis, c'est des avocats, mais j'en connais un bout. J'en connais un bout. Donc, je vous dis, la justice sénégalaise, malgré tout ce qu'on a dit, le Sénégal, moi, je continue de croire. Je veux qu'on me donne la preuve que le Sénégal est un pays qu'on peut classer parmi les plus corrompus du monde. Nous, au moins, on a une administration, on a une justice. Vous croyez que les gens... des consultations à domicile en 2020. Mais attention, mais tout ça, c'est des pratiques normales. C'est des pratiques normales. Ah oui. Pour agir sur la carrière de magistrat. Mais bien sûr, c'est des pratiques normales. C'est comme les conseils d'administration. Sur certains sujets, il y a des urgences. On s'occupe des consultations qu'on fait. Mais non, ça, c'est des règles normales de gestion d'un État à un certain stade. Voilà, c'est des choses qu'on doit... Quand même, ce sont des décisions qui influent, qui impactent. Mais tu penses que c'est parce que tu es chez toi, tu penses que parce que tu es chez toi, que tu n'as pas la liberté de dire ton opinion? C'est tout. Mais attention, mais tout ça, c'est des choses qui sont normales dans un État normal. Mais moi, j'attends qu'on me prouve que le Sénégal présente le visage que certains veulent lui donner. Vous croyez que les gens qui investissent dans ce pays, ils ne sont pas regardants sur ça? La question de la sécurité juridique fait partie des premiers critères d'évaluation de l'environnement des affaires d'un pays. C'est comme la question de la santé. Un bon plateau médical, de bons plateaux, voilà, sont de nature à encourager des investisseurs à venir. Attention, hein. Abordons donc la santé. Parlons de la santé. Si vous en voulez. votre qualité d'ancien ministre de la Santé, à 2 reprises, 5 mois après l'arrivée de la Covid-19 au Sénégal, malgré les bons taux de guérison au niveau des patients, vous avez quelques griefs à souligner? Non seulement on a de bons taux de guérison, mais on a aussi des taux de mortalité raisonnables par rapport à la moyenne africaine et par rapport à la moyenne mondiale. Donc ça signifie que si on raisonne en termes de résultats concrets, la politique que le gouvernement a mis en place pour gérer la Covid, pour l'instant, Dieu merci, touchons du bois, la situation est pour l'instant sous contrôle. Ça, faut le dire. Maintenant, moi, quand j'entends les gens parler de cette épidémie, avec tellement de désinvolture, je suis souvent surpris. Pourquoi? Mais une épidémie, une pandémie qui s'est abattue sur le monde de façon aussi brutale et de façon aussi inattendue, qui a bouleversé le fonctionnement de l'humanité. On est resté presque 3 mois, il n'y a eu plus un seul avion dans les airs. Les appareils économiques de production ont été complètement paralysés. La santé, pour une fois, a été mis au-dessus de l'économie, parce que les gens, une fois, ils se rendent compte que le capital le plus précieux, c'est l'homme. Parce que s'il n'y a plus homme, s'il n'y a plus santé, il n'y a plus homme, et s'il n'y a plus homme, il n'y a plus économie. Donc, c'est ce débat philosophique sur la manière de repenser l'économie, en recentrant sur l'être humain, que cette crise aussi met sur la table. Alors, voilà les bonnes réflexions à mon avis, les bons sujets plutôt. Alors, donc, c'est ça qui s'est passé. Les grandes nations riches, hyper milliardaires, où tu rencontres des milliardaires qui ont des revenus personnels supérieurs à ceux de certains États. Ces nations, eux tous, ils se sont terrés. Alors, une crise aussi sérieuse qui met à rude épreuve tout, l'économie, la société, etc., etc. Les gens l'évaluent avec une facilité, on juge, comme si chacun avait sa petite solution. Là où la France bute, l'Allemagne brute, les États-Unis, la Chine, le Japon. Alors chaque Sénégalais se met autour de son plat ou de son plateau pour dire oui, on aurait dû faire ceci. Mais honnêtement, je ne trouve pas ça très sérieux. C'est une crise très sérieuse qui met en jeu ce qu'on a de plus essentiel, la vie
des gens. Alors donc, moi je pense honnêtement... Cette crise aussi a étalé au grand jour ce plateau médical vraiment défectueux. Au contraire. La capacité de résilience de notre système sanitaire est exceptionnelle. Exceptionnelle. Et on en a profité pour renforcer beaucoup renforcer le plateau médical. Attention. Ah oui. Et si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas le résultat qu'on a. Mais par contre, il y a des soucis. Le souci, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné... Ce bon résultat, est-ce qu'on ne le doit pas aux médecins et personnels de santé? Mais les médecins et les personnels de santé, vous pensez que si on ne sont pas soutenus, ils peuvent faire... S'il n'y a pas un bon plateau technique, s'il n'y a pas du matériel médical, s'il n'y a pas un ensemble de mesures de caractère incitatif, le personnel, quelle que soit sa bonne volonté, il est limité. Voilà. Alors donc, il faut combiner. Il y a le rôle de l'État, du politique. Il y a le rôle du personnel de santé. Parce que ce qui a été remarquable dans cette crise, c'est l'engagement personnel des gens. Voilà, moi j'ai vu des gens qui, au-delà de qui ont géré leur profession comme une mission. Et au point même de prendre des risques pour eux et pour leur famille. Alors, donc, je pense qu'il faut leur rendre l'hommage qu'ils méritent et je pense que la société sénégalaise, voilà, vraiment leur rend ça très bien. Mais il a fallu l'action de cela, mais également l'implication de tous les acteurs politiques, sociaux, économiques, religieux dans la campagne de sensibilisation qui a eu un impact aussi très important dans le comportement des gens. C'est l'effet conjugué de tout ça qui nous a permis de gérer. Alors c'est ça qu'il faut consolider maintenant. Maintenant, il ne faut pas non plus fuir les problèmes. Depuis qu'on a décidé qu'il fallait desserrer les taux et permettre le retour de l'activité économique. Activité économique et sociale et tout ça, mais il fallait aussi continuer de combiner ça avec une intensification de la campagne pour le respect des mesures de gestes barrières. Voilà, pour rompre la chaîne de transmission. Oui. C'est de ce côté qu'il y a eu objectivement des moments de flottement. Et c'est là d'ailleurs qu'on a mis en place ce qu'on appelle les stratégies communautaires. Le ministère de la Santé a mis en place beaucoup un dispositif de volontaires, des jeunes qui font tout. Et il y a également toute une équipe, tu vois, d'accompagnement sur le plan de la recherche comportementale, voilà, notamment les équipes de sociologues, anthropologues, voilà, particulièrement avec le professeur Chernian, qui ont joué aussi un rôle très important pour la construction de nouvelles... Au-delà, on voit que la santé et ce grand corps malade, avec votre expérience, mais pourquoi vous voulez décréter la maladie de notre système de santé alors que tous les classements de l'OMS qui se font... Les médecins qui le disent. Doucement, non. Les médecins, syndicats de la santé. Non, ils posent des problèmes. C'est pas parfait. Mais je dis, le système que nous avons, la capacité de riposte, la capacité de résilience que le système sanitaire a, voilà, le niveau d'organisation de la case de santé communautaire dans le village, jusqu'au CHI, le centre hospitalier universitaire, avec tout ce qu'il y a au niveau intermédiaire, le poste de santé, les centres de santé, les personnels, partout où il y a des centres de santé, il y a des médecins. Je dis, on n'a pas atteint encore, en termes de ratio, voilà, les objectifs qu'on se fixe, mais je dis, en Afrique noire francophone, en Afrique noire, 55 États d'Afrique noire, je défie quiconque de nous prouver que nous, on n'a pas parmi les systèmes les plus performants. Et en tout cas, tous les ans, le classement des systèmes de santé se fait par l'Organisation mondiale de la santé. Aucun pays d'Afrique noire ne vient en tête du succès, y compris l'Afrique du Sud, par rapport au système sénégalais, malgré la richesse de ce pays. Ah oui, attention, hein. Donc, je vous dis, bon, maintenant, il y a des problèmes, et puis chaque pays aussi doit avoir son ambition. Voilà. Voilà, bon, moi, je peux dire, écoute, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se passe chez nous. À côté, ce qui m'intéresse, c'est l'ambition que j'ai pour mon pays. Et c'est ça la bonne façon de penser. Mais il ne faut pas non plus qu'on dévalue ce que le Sénégal a. Par contre, là où je veux qu'on insiste, parce que c'est ça le point faible dans cette campagne, et le président l'a dit récemment d'ailleurs, il faut qu'on soit attentif à la protection des personnes âgées. En tout cas, qui ont 65 ans et plus.
parce que c'est des catégories vulnérables, voilà, et il faut que eux-mêmes ils s'organisent pour vraiment se renforcer non seulement le système immunitaire, voilà, mais aussi se protéger, voilà. Mais il faut que aussi au niveau des ménages, au niveau des communautés, que les gens les y aident. Oui, avec les grands rassemblements religieux qui profilent à l'horizon, est-ce qu'on est sorti de l'ornière dans cette lutte contre la Covid? Oui, évidemment, il faut les grands rassemblements religieux nous exposent naturellement à des risques vraiment de développement de diffusion ou de propagation du virus. Il n'y a même pas de doute. Mais ce qui est remarquable, c'est que aussi, en tout cas, toutes les mesures que j'ai vues, les dignitaires des communautés concernées prendre pour que les populations en souffrent le moins. Alors, moi je pense que, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. On est obligé dans le monde d'aujourd'hui, y compris dans les pays avancés, dans les pays démocratie avancée, dans les sociétés riches, voilà, de combiner activité économique et sociale et gestion de l'épidémie. Et puis, de façon fondamentale, il faut savoir que le monde connaît une nouvelle évolution aussi sur ce plan. Tous les professionnels de ces sujets te disent que les maladies virales, donc les épidémies, là, et les maladies cardiovasculaires risquent d'être les grandes pathologies du XXIe siècle. Les maladies cardiovasculaires sont les maladies qui sont liées au genre de vie. Le diabète, le truc, parce que l'hypertension et tout ça. Voilà. L'insuffisance rénale. Voilà. Et tout ça, ce sont des types de maladies liées au genre de vie. Voilà. Il y a au confort, voilà, à l'alimentation, parce que la société a évolué, les gens ont plus de capacités, les classes moyennes se développent, tu vois, et les gens ont plus de ressources, voilà, ils ont tendance à consommer, à ne pas suffisamment surveiller, comme on dit, ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qu'on respire. Et à l'arrivée, ça crée des formes de dégénérescence de l'organisme qui entraînent des pathologies très lourdes, handicapantes et ruineuses et mortelles, comme on dit. C'est ça le problème. Et ça, ce sont des phénomènes que nous devons gérer. Et en plus de ça, nous, dans les pays en développement, nous avions nos pathologies traditionnelles qu'on n'a pas réglées. Nous partageons les virus et les maladies cardiovasculaires avec les nations riches, et nous avons, nous, à la base, les maladies transmissibles courantes, le paludisme, le VIH, la tuberculose, qui continuent aussi de sévir. Sur ce plan, le Sénégal a fait des bons formidables. Mais quand même, ce sont des pathologies. Par exemple, sur le VIH, nous avons des taux voilà les plus faibles du continent. Sur le paludisme, on a obtenu vraiment un recul considérable. Sur la mortalité maternelle comme sur la mortalité infanto-juvénile, on a connu également des avancées très importantes. Sur la tuberculose, on avait réussi depuis très longtemps, voilà, à la gratuité, voilà, des produits, du traitement. Donc on a fait baisser de façon drastique. Mais ce sont des pathologies qui restent encore là. Donc nous avons ça, les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles liées au genre de vie, plus les virus qui arrivent. Ça signifie que c'est le moment de nous mobiliser pour gérer notre capital santé. Donc les questions de santé doivent se traiter à l'échelle de plus en plus, à l'échelle des communautés, des familles et des individus. Voilà. Donc la prévention est aujourd'hui le maître mot. Et c'est l'occasion de développer de grandes politiques, de grandes campagnes d'information, de sensibilisation. Dans la gestion de la pandémie, la prévention a été exécutée en aval, voilà. En amont. En amont, et c'est ça qui a permis... Non, c'est récemment qu'on a vu le directeur même de la prévention communiquer sur la pandémie, mais au début, il y avait d'autres personnes du docteur ministère. Ndiaye a beaucoup communiqué sur le sujet. Hein. Il faut dire que toute la campagne est une campagne de prévention, parce qu'en vérité, on ne peut pas rompre la chaîne de transmission si on n'agit pas sur le comportement. Parce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, ce virus qui circule, le seul moyen de s'en prémunir, c'est de se protéger. Donc c'est la responsabilité individuelle des gens qui est en jeu. Individuelle. Et donc ça, il faut qu'on en ait conscience. Voilà. Si on partage cette conscience, je pense que
pourra continuer de contenir l'épidémie dans des limites supportables par notre pays. Si je suis bien, vous êtes pour l'organisation du Magal et du Gamou. Ah non, mais écoute, moi, je sais pas moi d'en décider. Moi, j'en décide pas, mais je respecte les choix des communautés. Maintenant, tout ce que je remarque, c'est qu'ils ont, même ceux qui décident d'organiser, l'ont accompagné de mesures, voilà, en tout cas, manifeste une forte volonté de garantir le respect des gestes barrières pour protéger les fidèles contre cette... Oui. Voilà, c'est tout. Alors, monsieur Abdou Fall... Alors, maintenant, sur ces sujets aussi, je pense qu'il faut être très, très, très... Vous savez, souvent, j'entends les gens dire, oui, la Mecque a fait ceci, le Maroc a fait cela, la Mecque... Mais la différence entre la Mecque, il n'y a pas eu de pèlerinage cette année. Mais, par exemple, mais ça, c'est le roi qui en décide. Parce que le roi est à la fois détenteur du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Le Maroc, c'est la même chose. Le roi est détenteur du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Et le marabout, chez nous? Alors, au Sénégal, notre histoire a fait qu'il y a toujours eu une dualité de ce point de vue. Le pouvoir spirituel s'est accommodé, s'est construit, c'est sur la base d'un pacte de compagnonnage intelligent et responsable que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ont toujours fonctionné. Et Dieu merci, jusque-là, cette entente, voilà, est encore là. Il faut la consolider, parce que la stabilité de notre pays en dépend. Donc, il ne faut pas toujours, sur ces questions, avoir une approche, voilà, bon, ce qu'on font les autres, c'est pas nous. Nous, on a notre histoire. Oui, et généralement, tous ces régimes, aucun de ces régimes n'est démocratique. N'est pas démocratique sur notre modèle. Je ne juge pas la qualité de leur gouvernance du tout. Je ne suis pas dans un jugement, mais on est dans des réalités différentes. Voilà, le décideur politique ici, Fatou Ndiaye va faire son plateau pendant 1 heure à lui dire, mais écoute, monsieur le président de la République, vous avez fait ça. Vous croyez que ça existe dans certains pays? Voilà, parce que là, quand le guide parle, c'est fini. C'est fini, donc c'est plus simple pour eux. Nous avons l'avantage de la démocratie, nous avons l'avantage de la cohabitation de plusieurs systèmes qui fait le charme d'ailleurs de notre société, tu vois, oui, qui fait le charme de notre société. Et maintenant, nous avons donc les avantages et les contraintes aussi qui en découlent. Il faut les gérer. C'est comme ça que le Sénégal a toujours marché. Oui. Dans le débat national s'invite la problématique des livres écrits par une catégorie de leaders. Vous allez applaudir ou bien vous allez dénoncer? J'ai livré tout à l'heure mon opinion sur ça. Vous savez, le pouvoir, par exemple, je donne des exemples très simples. Un homme d'État, quelqu'un qui a eu la chance de gouverner un pays, on est 15 millions de Sénégalais. Tu n'es ni le mieux instruit, ni le plus brillant, ni le plus intelligent, tu n'es ni le plus courageux, et tout ça. Et malgré tout, les circonstances ont fait qu'à un moment donné, un homme, une organisation a décidé de te mettre au-dessus. Pour te faire partie des 30 personnes qui décident à la place de 15 millions de Sénégalais. Et on leur reconnaît leur autorité. Et on leur accorde aussi, en termes de reconnaissance et d'accompagnement, énormément de privilèges liés à cette fonction. On leur garantit leur propre sécurité parce qu'ils sont délégataires de pouvoir qu'ils tiennent du peuple. Mais lorsqu'on a la chance d'exercer de telles responsabilités, il y a une obligation morale que nous avons, qui nous incombe, et ça c'est les codes non écrits de la politique, qui doit nous imposer un minimum de retenue et de réserve. Le déballage est toujours contre-productif en politique. Pourquoi? Pour une raison très simple. Quand moi, écoute, par exemple, tous ceux qui écrivent des livres pour raconter, voilà, ce que le président m'a dit, ce que le ministre m'a dit, etc. Ils ont intérêt à gouverner le pays un jour, hein, parce que personne ne leur fera plus jamais confiance. Hein. Mais oui, tu me vois, moi, quelqu'un qui a travaillé... Un gage, là. Ils ont donné un gage. Un gage à qui? Au peuple.
peuple, ça veut dire quoi? C'est qui le peuple? Mais arrêtez de parler du peuple. Je te dis, c'est toujours... Mais le Sénégal, tu vois, ce qui est remarquable, tu peux sur un papier faire la liste, tenir la liste des 40 ou 50 personnes qui s'autoproclament parole du peuple et qui parlent tous les jours, prétendent parler au nom de la majorité. Alors que pour la plupart, ils ne sont pas capables de rassembler 200 suffrages. Alors, en jouant sur les médias, sur les réseaux sociaux, bon, on truc, et puis on nous dit, on s'autoproclame. Non, ce que je te dis là, c'est une question très sérieuse. Toi, Ndeye Fatou Ndiaye, demain tu es chef d'État. Quelqu'un qui a été avec moi avant toi, et qui sort parce qu'il n'est pas content, qui fait du déballage, tu ne lui confieras jamais certains types de responsabilités. Jamais. Jamais tu ne le feras. Parce que tu te diras, il est capable demain de me planter le même couteau, voilà, au dos. Tu ne peux pas... Mais écoute, l'État, c'est la confiance. Vous croyez que c'est Abdou Diouf qui est parti? S'il s'amusait à raconter tout ce qu'il a vécu dans ce pays, Tanor Dieng qui vient de disparaître, qui était au cœur du pouvoir. Moi, Tanor fait partie des hommes d'État que je respecte le plus dans ce pays. Bien qu'on n'a jamais été... D'abord, on n'est pas des amis, tu vois, et puis on n'est pas des amis politiques. Mais j'ai toujours eu du respect pour lui. Parce que c'est son sens de la réserve et de l'État. Et c'est ça qui donne de la sécurité aux populations. En quoi? Ah mais oui, quand tu sais que tu as avec toi des hommes et des femmes... Et la transparence? Mais moi, cette notion de transparence, tu sais, je suis bien d'accord avec vous, je l'ai dit tout à l'heure, que sur les questions de gestion... Le devoir de rendre compte? Mais tout ça, on est entièrement d'accord. Le droit à l'information? Mais tout ça, à la limite, même ce droit-là, les gens en usent et en abusent comme ils veulent. S'il y a un pays où les gens vraiment sont dans la... C'est presque dans le délire informationnel, c'est presque le Sénégal. Donc on n'a pas de problème de ce point de vue. Voilà. Alors, là, c'est une brèche qu'on a ouverte et c'est sûr que le débat mais par contre, je dis, développé. L'exercice des responsabilités d'État doivent s'accompagner d'un minimum de retenue, d'un minimum de réserve, parce que l'État, si ce qu'il incarne, l'État a toujours une part de sacralité. Et cette sacralité, si on la détruit, nous scions nous-mêmes la branche sur laquelle on est assis. Voilà. L'État ne se réduit pas seulement à la politique. L'État a une mission régalienne de gestion de nos sécurités. L'État a la mission régalienne de gestion de l'intégrité territoriale. L'État a la mission régalienne de gestion, des biens, des personnes, de nos biens et de nos personnes. Oui. Et l'État a la mission régalienne de gérer la solidarité nationale. Parce que pour que là où les individus laissés à eux-mêmes ne peuvent pas faire face à leurs besoins, que l'État profite des recettes globales pour les redistribuer de manière à ce qu'il y ait plus d'équité. Tout de même, c'est cet État mythique qui a créé une société multicolore où il y a des favorisés et des défavorisés. Mais non, mais écoute, s'il y a un régime qui se bat contre les inégalités sociales et les inégalités territoriales, mais c'est bien le président Macky Sall. Tu peux être d'accord avec lui ou ne pas en faire d'accord avec lui, mais l'énergie, la passion, les ressources qu'il mobilise tous les jours pour combattre les inégalités sociales et les inégalités territoriales, je pense qu'il est difficile de trouver quelque part des gens aussi engagés sur ces sujets-là. Je vous remercie, M. Abdou Fall. Je rappelle que vous êtes ancien ministre d'État, mais présentement président du conseil d'administration de l'APIX. On s'en tenait dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci, Madame Diop. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à toute la réalisation. Louis-Joseph Faye, Pape Modou Faye, mais aussi Pape Samb, sans oublier Momodou Fall et Oustaz Hassan Diouf Mballo aussi. Merci beaucoup. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.